Et la seule chose que je savais le mieux faire de ma vie, c'était utiliser mon arme, tu vois. C'était tuer quelqu'un. Mon objectif pour 2023, c'était de faire 100K par mois avec mon business. Ok. Donc j'aimerais bien faire 1 million par mois fin 2024 avec mon business. Alors Antoine, je suis très content d'être avec toi. Merci de venir ici pour qu'on puisse discuter. Alors j'ai la voix qui est un petit peu cassée, pour la simple et bonne raison que hier j'étais à un de tes événements Ouais. et j'ai beaucoup parlé. Et puis en plus il fait un peu froid, ça fait quelques semaines que je m'amuse à aller dans une piscine tous les matins et tous les soirs, une piscine Ah assez oui, j'ai vu froide. des stories. Et du coup, ben, voilà, je voulais faire un petit peu le guerrier, mais ma voix en a perdu un petit peu ses fonctionnalités. Donc voilà. Ah, bah, Comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça va, super, super, super. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Ouais, bien sûr. Moi, du coup, je m'appelle Antoine Blanco, j'ai 24 ans. J'ai démarré un business en ligne il y a de ça plus de 3 ans maintenant. Ok, Je suis originaire de Toulouse, là où on se trouve actuellement, du coup. tout à fait. Et aujourd'hui, je vis à Dubaï. J'aide des entrepreneurs à démarrer un business en ligne de coaching ou de consulting, parce qu'il faut savoir que pendant 2-3 ans, j'étais dans la niche du fitness. Donc, j'aidais des personnes à se transformer physiquement avec mon programme. Et maintenant, je vais apprendre à d'autres personnes à devenir libres comme j'ai pu le devenir. Donc actuellement, ton business, c'est du coup d'aider des personnes, c'est ça, à Ouais, lancer leur business en ligne. exactement, Ok, c'est ça. tu fais ça depuis un an? Ouais, à peu près. Bah, même pas, tu vois, parce que tu as été un de mes premiers clients. Ouais, On a démarré ensemble, je pense, en mai, un truc comme ça, ouais, mai-juin. je crois que c'était mai, ouais. On a fait, du coup, même pas, ça fait même pas un an. Et j'adore, parce que c'est très différent du fitness. Et la transformation de gagner plus d'argent en comparaison à la transformation physique, ça a tellement d'impact sur Hmm. la vie de mes clients. Tu vois, hier, on l'a vu à l'event, il y a plein de gens qui étaient hyper reconnaissants Ouais, du truc. Donc, non, franchement, c'est ouais. hyper gratifiant. Ouais, c'est fou. Et puis, alors pour ma part, en tout cas, le fait de. Moi, je connaissais pas trop le business en ligne. Ouais. Et en vrai, beaucoup de personnes peuvent créer un business Mm, en partant de pas grand-chose finalement. mm. Et c'est plutôt dingue. Donc, Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à démarrer un business en ligne de base? Parce que tu n'étais pas du tout dans ce milieu. non. Alors, moi, je suis marchand de biens de base. Ouais. J'achète et je revends de l'immobilier. Euh, et finalement, je pense que. Alors, déjà, il y a une chose, c'est que je pense que pour être expert dans un domaine, il faut pouvoir l'enseigner. Il faut pouvoir l'enseigner à des personnes, tu vois. Et le fait de pouvoir avoir enfin, j'ai un programme d'accompagnement qui me permet d'expliquer aux gens et de montrer, de les accompagner pas à pas de comment faire un achat-revente, et bien ça me permet de toujours être au courant de ce qui se passe. Et en fait, ben voilà, je suis toujours au courant de ce qui se passe pour mon activité de marchand de biens. Et en plus de ça, ben moi j'aime bien avoir de l'impact aussi dans la vie des gens, tu Mm. vois. Donc des personnes qui viennent me voir après qui me disent tiens David, je suis quand même content parce que j'ai fait tant de plus-value, ça a changé ma vie, j'ai des enfants, enfin peu importe. Mais en tout cas, moi ça me touche beaucoup. Ouais. Et c'est ce que tu fais toi tout le temps. Tu vois, hier tu as eu beaucoup de retours, je pense, et de personnes qui changent leur vie, quoi. Il y a des personnes qui arrêtent leur salariat, il y a des personnes qui ont des chiffres qui sont fous quand même Ouais. pour la plupart des personnes. Donc c'est plutôt dingue. Ouais. Et j'aime ce côté-là. J'aime le côté partage, j'aime le côté aussi un peu enseignement, tu vois. Et j'apprends aussi beaucoup des autres. Parce que malgré tout, j'ai pas que le statut de coach ou de personne qui accompagne. J'ai aussi, j'échange beaucoup avec les personnes et je suis vachement proche, tu vois. Mm. Et c'est un des trucs qui m'a le plus marqué quand on a démarré l'accompagnement ensemble, c'est que tu es hyper ouvert d'esprit et tu es hyper ouvert à la remise en question et tu implémentes très rapidement les choses qu'on te dit de faire. Je pense que tu dois le retirer de ton passé de militaire aussi, tu vois. Tu es hyper carré, tu étais un des seuls, tu vois, à bien respecter les KPI, bien remplir les tableaux. Ouais. Et je pense que c'est en grande partie ce qui fait que tu as eu une croissance supérieure à la moyenne, puisque là, tu fais 15, Mm. 15-20 000 avec ton business. Ouais. En fait, je pense que tous les gens qui réussissent plus que la moyenne, eh ben, ils mettent des choses en place, ils travaillent déjà, ils ont une certaine discipline, une certaine constance dans leur Ouais. travail. Et le fait de suivre un petit peu, notamment sur le business en ligne, hein, mais d'avoir des objectifs, d'être structuré et de suivre justement, comme tu dis, avec les KPI, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et puis pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, ça te permet de prendre du recul, toi, prendre un peu de hauteur et de savoir enfin, qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois améliorer. Mm. Et à l'armée, c'est pareil, ça veut dire que l'armée, tu ne peux pas partir en mission, tu ne peux pas faire la guerre si tu n'as pas plus travaillé que les autres qui est en face, tu vois. Ouais. Et nous, on disait beaucoup à l'armée, on disait le entraînement difficile, guerre facile. En gros, plus tu t'entraînes, plus c'est dur, tu vois, sur le terrain, quand tu es en France, quand tu t'entraînes,
eh bien, plus lors de tes stages commando et lors de ta vie de tous les jours c'est compliqué, ben, plus quand tu vas être en mission, ben, ça va être facile pour toi, tu vois. Et je pense que si tu appliques ça un petit peu au quotidien, tu vois, un travail assez dur, assez compliqué, mais constant, eh bien, je pense que tu te démarques. Et ouais, c'est une compétence que j'ai retenue et voilà. Ça se transfère bien en business en ligne, hein. C'est un truc qui… Ouais. Franchement, moi, ça m'a pas mal impressionné parce qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation et toi, tu as été direct dans le truc, tu as direct été à l'écoute, tu as direct mis en place les choses et forcément, ça a apporté ses fruits, donc c'est cool. Tu as retiré quoi comme autre enseignement de l'armée parce que tu as fait un parcours en tireur d'élite, c'est ça? Ouais. Ça t'a apporté quoi Alors, cette expérience? Ça m'a apporté beaucoup de choses en vrai. Déjà, ça m'a apporté beaucoup d'autonomie. Je suis une personne à la base qui est assez seule. J'essaie de me faire violence pour pouvoir avoir un cercle social. Ouais. À la base, je suis un gars qui… pareil. moi, tu mets dans une forêt, c'est vraiment ça. Tu mets dans une forêt avec un hamac, avec une couverture et je reste dans la forêt pendant des jours, tu vois. Ouais. Enfin, je suis vraiment comme ça. D'ailleurs, j'ai eu un parcours où j'ai travaillé sur des chantiers après l'armée, où j'étais cordiste, c'est-à-dire je travaillais désolé pour ma voix, je travaillais sur des falaises et tu sais quand tu vas en station de ski, tu as des gros filets de protection pour éviter que les pierres elles tombent. Ouais. Et ben moi je fixais ça sur la roche, sur la paroi, donc je suis pendu toute la journée sur une corde pendant 8-10 heures et je fore des falaises. Tu vois. Donc c'est un travail qui est super physique. Et pour la petite histoire, j'avais mon salaire, j'étais intérimaire. Enfin j'étais intérimaire et en CD, bref. Mais en tout cas j'avais mon salaire et en plus de ça, on me donnait des primes par jour. On me donnait 80 €, c'était pour me loger et pour me nourrir. Et à l'époque, je voulais mettre à fond de l'argent de côté pour investir dans l'immobilier notamment. Et du coup, je dormais pas à l'hôtel. Enfin, je dormais pas à l'hôtel toute l'année. Et je mangeais pas au resto, quoi. Du coup, je m'achetais tout le temps une boîte de taboulé. En plus, à l'époque, je faisais beaucoup de sport d'endurance. Et du coup, j'étais cramé, quoi. Quand j'allais courir le soir, j'avais pas les apports que je devais avoir en termes de nutriments. Et je dormais dans un hamac, donc je tendais mon hamac au milieu de 2 arbres, peu importe où c'était. Ah oui. Et je dormais comme ça, été comme hiver. Et du coup, la rusticité, c'est un truc qui m'appartient, enfin que j'aime. Et en vrai, je suis à l'aise dedans. Et le fait d'être entouré, d'avoir des amis, de répondre aux messages instantanément, ça, j'ai du mal à le faire et je me fais violence. Ouais. Donc voilà, l'armée, ça m'a appris ça. C'est pas forcément bien pour le business. Mais en tout cas, le travail en autonomie, le travail assez dur, de pouvoir compter sur les autres aussi. J'ai la chance d'être aidé, tu vois, avec ma famille, mes proches, enfin mon cercle d'entourage assez proche sur le marchand de biens et mon business en ligne malgré tout. Ce qui me permet aussi de pouvoir compter sur eux et de pouvoir leur apporter mon soutien et d'être présent, tu vois. Et l'esprit d'équipe, c'est aussi important. Ouais. Parce qu'en vrai, à l'armée, tu ne te fais pas tout seul. Si tu pars tout seul avec ton fusil, peu importe où, enfin dans un pays en conflit, eh bien tu rentres pas, tu vois. Et je pense que le business, c'est un peu pareil. Toi aussi, je pense que… Hier, tu nous as présenté une partie de ton équipe. C'est des gens qui sont investis pour toi. Ils savent pourquoi ils travaillent pour toi. Ils savent qui tu es. Et tu leur rends aussi l'appareil, tu vois. Ouais, c'est clair. Et sans eux, j'aurais pas pu avoir les résultats que j'ai eus. Tu vois, il y a un moment où seul, on peut pas plus se développer, quoi. On est obligé d'avoir des mecs qui prennent le lead sur certains pôles. Moi, c'est un peu la difficulté à laquelle je fais face maintenant dans mon business. C'est que pour chaque département, en fait, je dois trouver des leaders. Tu vois, sur le marketing, je dois avoir un mec qui manage tout le monde. Ouais. Parce qu'en étant seul, je peux pas prendre la responsabilité de suivre tout le monde et de communiquer avec tout le monde. Ouais. Autrement, je perds trop de temps. Donc, c'est clair qu'il y a un moment où pour aller plus vite et pour aller plus loin et même pour automatiser et systématiser le business, on est obligé de s'entourer pour que des gens prennent le relais, quoi. Ouais, et je pense que aussi le fait d'être… Si tu dois être de partout, t'es pas aussi performant que tu dois l'être, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, de pouvoir déléguer des choses à des personnes compétentes, c'est important. Ouais, c'est un truc, c'est clair. Et qu'est-ce que… Du coup, ton parcours d'entrepreneur, il est assez court en termes d'années, mais il est assez fulgurant en termes de croissance, de courbe, et ce qui est assez impressionnant quand même. Et moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est comment une personne… Alors, il y a deux choses déjà. Dans un premier temps, c'est comment la personne elle arrive à avoir de tels résultats plus que d'autres. Et ensuite, c'est comment tu as fait, comment tu as réussi du coup à avoir une telle croissance et à la maintenir cette croissance, tu vois. Ouais. Parce que tous les jours, enfin je ne sais pas si tu veux parler de chiffres ou quoi, Oui, bien sûr. mais ton business actuellement, en fait, il croît chaque mois finalement. Et du coup, si tu peux expliquer un petit peu ça. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai lancé l'offre à plus de monde en septembre environ. Ok. Sur septembre, on a fait un truc comme 99 000 €. Et mon objectif, c'était de faire 100 000.
Ensuite, sur octobre, on a fait 129, un truc comme ça. Sur novembre, on a fait 142. Et sur décembre, on a fait 170. Donc, comme tu l'as dit, on est sur une croissance continue. Et je pense que sur janvier, on va faire encore plus. L'objectif, c'est de passer les 200. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est que déjà, ça fait 3 ans, tu vois, que je poste tous les jours sur les réseaux Instagram, TikTok, etc. Et que je rate pas une journée. Je poste en moyenne 2 fois par jour. Donc la constance, mine de rien, les petites actions cumulées sur le long terme font une grosse différence. Ouais. Après, j'essaie toujours d'améliorer ce que je produis. Par exemple, tu vois, sur YouTube, j'ai lancé une nouvelle série qui s'appelle Building Public, dans laquelle je documente justement l'évolution de mon business. Et je passe beaucoup de temps à analyser les meilleurs, que ce soit en France ou aux US, sur la création de contenu et voir comment est-ce que je peux raconter la meilleure histoire possible, tu vois. Pas juste documenter le truc, mais vraiment réfléchir autant sur le fond que sur la forme pour créer un lien avec les gens, créer de l'émotion et susciter l'intérêt. Parce que c'est ça qui est important. Et du coup, en fait, je pense que la croissance de mon business, si on regarde les stats sur mes réseaux sociaux, elle est similaire à la croissance que j'ai eue, tu vois, en termes de vues, etc. Et après, évidemment, il y a le fait que je sois arrivé dans le podcast sans permission. Ça m'a donné beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus d'exposition. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, réunies. Mais pour être très honnête, la chose qui a eu le plus gros impact sur la croissance de mon business, c'est le fait que j'ai réussi à augmenter le niveau d'attention que j'avais. Tu sais, il y a un dicton qui dit l'argent suit l'attention, money follows attention. Et donc, le seul truc sur lequel je me concentre, c'est comment est-ce que je peux avoir plus d'attention. Parce qu'après, optimiser derrière ton funnel, optimiser avec des bons closers, des bons setters et tout, c'est pas la partie la plus difficile. Tu vois, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis, ça suit son cours. Par contre, réussir à augmenter le volume de personnes qui portent de l'attention, qui te connaissent, c'est le truc le plus difficile et c'est ce sur quoi j'essaie de me concentrer au quotidien. Et à partir du moment où on a une croissance sur ça, on a une croissance sur le reste normalement. Ouais, parce que toi actuellement tu es sur tout type de réseaux, sur tous les réseaux, TikTok, Insta, Facebook aussi. Facebook, ouais, on reposte les réels. D'accord. Après, je mets pas trop mon focus dessus. Ok. Mais en fait, on essaie, tu vois, de faire un short par exemple pour Instagram, le reposter sur YouTube. Qui part sur, ok. Tout ça. Et après, on a commencé Twitter aussi. Ouais. Qui marche bien. On fait genre, tu vois, au début, donc Twitter, je le voyais vraiment comme un investissement. C'est-à-dire, premier mois, j'ai recruté un mec pour qu'il s'en occupe. Ok. J'avais pas trop le focus dessus, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais perdre de l'argent. Je me laisse 90 jours pour développer la plateforme et la rendre rentable. Premier mois, je suis genre à moins 1500, 2000 balles. Ok. Deuxième mois, je crois on fait une vente. Donc je suis toujours dans le négatif. Et troisième mois, on fait 3 ventes. Et là, quatrième mois, on en a fait encore plus. Donc tu vois, c'est... Au début, j'étais perdant. Et petit à petit, tu vois, ça a prend, mis un mois ou deux à se démarrer. Et ensuite, ça monte. Ok. Et LinkedIn, pareil, on est en train de le développer là. Ok. Et c'est un peu la conclusion d'un business en général en fait. Quand tu commences généralement, ben, c'est pas là où ça prend vraiment. Ouais. Et ensuite, ben, là ça monte et puis ça croît quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Toi, c'est quoi tu penses qui a fait la différence et qui t'a permis d'avoir des bons résultats assez rapidement? Sur le business en ligne? Ouais, sur le business en ligne. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait d'être constant et de toujours avoir un suivi de ce qu'on fait, enfin de ce que je fais en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup servi. Et aussi, en fait, je sais pas, je pense que je me laisse pas trop de choix en fait. Quand j'ai démarré cette activité, enfin tu vois, j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé assez pas mal et j'ai voulu avoir des résultats assez rapidement. Du coup, j'ai mis les choses en place pour. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en quelques mois à faire un petit peu d'argent? Je sais pas. Je transmets, en fait, je montre aussi un petit peu qui je suis sur les réseaux. Et puis les personnes qui rejoignent l'accompagnement, bah, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont derrière. Et voilà, ça se fait un petit peu comme ça en fait. Hein. Ouais, je sais pas vraiment dire. C'est difficile à dire quand tu le vis. Exactement. Moi, j'ai l'impression que tu as quand même un trait de caractère assez obsessionnel et quand tu te fixes un objectif, tu y vas à fond dedans et tu es vraiment engagé à 1000%. Et tu ne te laisses pas trop le choix que de réussir. Exactement. Tu as quand même investi pas mal d'argent sur toi-même en rejoignant mon programme. C'était assez inconfortable. Et derrière, tu as suivi ce niveau d'engagement avec des actions quotidiennes. Donc, c'est ce qui a fait la diff. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fascine pas mal chez toi. C'est que là, aujourd'hui, tu es jeune papa. Tu as 30 ans, c'est ça? Ouais, 31 ans. Tu as une femme aussi, donc pas mal de responsabilités.
comment est-ce que tu arrives à gérer tes ambitions avec ta vie de famille en étant un jeune père? Comment tu te débrouilles pour jongler les deux? Parce que moi, je me projette dans ça, tu vois, d'ici quelques années. En vrai, c'est pas évident. Mon parcours d'entrepreneur, j'ai démarré l'entrepreneuriat assez tard. Bon, les gens qui nous regardent, ils vont peut-être se dire que c'était jeune, mais en vrai, ça fait pas si longtemps que je me suis mis quand même dans le marchand de biens et dans l'entrepreneuriat. Parce que je suis sorti de l'armée quand j'avais 24 ans. Ensuite, j'ai eu une longue phase où j'ai été en montagne, j'ai fait beaucoup d'alpinisme. Et là, pareil, j'étais ce fameux ours, tu vois, qui était tout seul, genre dans mes montagnes. Et c'est bien qu'après que j'ai lancé ma société et le marchand de biens. Donc, je suis quand même dans cette phase où il y a tout qui s'accélère. Et j'ai pas tout stabilisé. Enfin, tu vois, je suis en croissance aussi dans les deux pôles, business en ligne et marchand de biens. Et j'ai 2 enfants qui sont assez rapprochés. Et finalement, j'ai de la chance d'avoir une chérie qui m'accompagne, qui a confiance en moi, qui me suit et qui gère beaucoup de choses au quotidien. Donc ça, c'est une grosse chance parce que sinon, je ne pourrais pas faire ce que je fais. J'ai pris aussi parti d'avoir des grosses charges de travail sur un temps de la journée, sur des grosses horaires. Et en revanche, quand je suis avec mes enfants le soir, je suis vraiment avec mes enfants, je suis vraiment là, tu vois. Plutôt que de passer genre sortie de travail, comme la plupart des personnes, hein, on sort à 17h par exemple du travail, et là je passe 4 heures avec mes enfants, mais c'est du temps où je regarde la télé, où je suis sur mon téléphone. Et bien là, je passe peut-être 1h30, des fois 1 heure, des fois peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est du vrai temps, et je suis avec mes fils, et je joue vraiment avec eux, tu vois. Des fois, de décrocher, c'est compliqué. Ouais. Parce que j'ai toujours ce truc où j'ai toujours des choses à faire, tout ça. Mais en revanche c'est le compromis que j'ai actuellement, mais ça reste un challenge du quotidien, tu vois. Et si j'avais démarré l'entrepreneuriat il y a peut-être 10 ans, j'aurais peut-être moins cette croissance et ce serait peut-être plus monotone et il y aurait des choses qui seraient plus en place et automatisées. Ouais. Et du coup, ben voilà. Mais en tout cas, actuellement, c'est comme ça. Et est-ce que tu le vis comme une pression positive? Tu vois, le fait d'avoir des enfants à charge et de devoir en même temps travailler sur tes ambitions. Est-ce que c'est un truc qui te porte? Parce que tu vois, moi, je me mets dans ta peau et je ne sais pas comment je le vivrais. Je me dirais, d'un côté, j'ai un peu peur, tu vois, que ça me freine parce que j'ai pas envie de les délaisser et de pas passer de temps avec eux. Et d'un autre côté, je pense que ça me motiverait parce que je me dirais, putain, les héritiers, quoi. Il faut que… C'est exactement ça. Et, alors déjà, je fonctionne comme le père que j'aurais toujours voulu avoir. Enfin, c'est pas que je suis un mauvais père, mais en tout cas j'essaie d'être la meilleure version de moi-même et le meilleur père, tu vois, que je peux leur apporter. Et en fait, effectivement, d'avoir des enfants, pour moi, ça me booste à mort. Mais même si j'ai toujours eu un peu cette flamme et cette motivation, tu vois. D'ailleurs, pour petit aparté, il y avait ta maman hier. Oui. et j'ai échangé avec elle. Elle m'a dit, Antoine, quand il avait 16 ans, il avait école à 8h du matin. Il allait faire du sport à 6h. Ouais. Il faisait nuit. Il prenait son vélo ou il allait en courant. Tu habitais à Toulouse et ta salle de crossfit, elle était à l'extérieur. Enfin, elle n'était pas à côté, quoi. Tu n'avais pas de véhicule, enfin, tu n'avais pas le permis. Et du coup, tu te rendais à ta salle de crossfit tous les matins, soit en courant, soit en vélo. Ouais. Tu rentrais et après, tu rentrais te toucher, enfin, tu rentrais te changer et tu repartais à l'école à 8h. Ouais. Et du coup, et voilà, cette motivation, je pense que tu l'as depuis un certain temps aussi. Et moi aussi, tu vois. Okay. Et du coup, j'ai cette motivation, mais mes enfants m'aident aussi à garder cette flamme. Et quand je me lève tous les matins, quand je me dis, mes fils seront fiers de moi, tu vois. Ouais. Et je commence, enfin, et puis j'ai envie de leur transmettre quelque chose. Donc je fais un petit peu le sillon et j'espère qu'ils le reprendront, mais ça, c'est pas de suite, ils sont jeunes encore. Trop bien, trop bien. Et d'un point de vue, donc il y a la famille. Moi, tu sais, j'aime bien, hier on a fait un exercice avec la roue de la vie, tu vois, voir les différentes dimensions et comment tu arrives à trouver ton équilibre dans tout ça. Je sais que le sport, c'est aussi une grande composante de ta vie à toi. Est-ce que tu arrives à bien gérer ton temps, du coup, entre tous ces aspects-là de ta vie, famille, business, sport? Ouais. Comment tu te débrouilles pour maintenir… Alors, le sport, j'ai toujours été un grand sportif. Ouais. J'ai toujours fait beaucoup de sport. En revanche, depuis que j'ai des enfants, c'est un peu plus compliqué parce qu'on dort moins. Ouais. On dort moins et moi, j'aime bien faire du sport le matin aussi, pareil. Avant le travail, généralement, entre 6 et 8, je fais du sport. À l'ouverture d'une salle, si je vais à la salle de sport ou pas, je fais du sport. Et du coup, ces 6h, 8h, des fois, ils sont importants quand tu as des jeunes enfants. Parce que sinon, tu n'as dormi que 3-4 heures. Tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que moi, j'ai du mal à me détacher de ma journée. Quand je fais une journée bureau, full bureau, où je travaille, où je produis, j'ai du mal à me décrocher de la journée. Enfin, voilà comment j'organise mon temps. Mais généralement, j'y vais le matin, comme ça, c'est fait.
on n'en parle plus, tu vois, c'est une de mes priorités, le sport. Donc au moins c'est fait. Ensuite, je travaille toute la journée et le soir, je suis avec mes enfants. Et en revanche, si je ne le mets pas le matin, j'ai remarqué que j'avais du mal à le mettre dans ma journée parce que j'avais toujours des choses prioritaires qui rentraient. D'accord. Enfin, le travail, ouais. Puis quand tu es marchand, enfin, quand marchande bien, bah, ça demande, il y a beaucoup d'urgence ou d'aléas, toi, qui arrivent la journée. Et du coup, ben, gérer ces aléas, des fois, c'est du temps que tu n'as pas prévu, que tu n'as pas organisé. Tu ne peux pas l'organiser au préalable. Et du coup, ben, des fois, tu ne peux pas l'anticiper non plus. Et ben, des fois, j'arrive vite, il est le soir. Et puis ben, il y a les enfants aussi, tu vois. Et Ouais. puis voilà, il faut que je sois là quand même pour un petit moment avec les enfants. Et du coup, ben, je ne peux pas aller au sport à 19h, 18h, 19h, me dire, bon, allez, je vais me taper 2 heures de sport, c'est pas possible. En revanche, tu l'as bien dit hier, quand il y a une personne qui a dit, ça je rebondis vachement sur hier, mais quand une personne a dit, j'ai pas le temps de faire du sport, tu lui as dit, tu peux faire du sport pendant 20 minutes. Ouais. Tu peux faire 100 pompes et 30 abdos, tu vois. Ouais. C'est quand même du sport. Tu peux aller courir 20 minutes et ça va te changer les idées. Et tu l'as bien résumé, tu vois. Donc voilà, donc pendant 1 an, j'ai un petit peu délaissé le sport. On est la première semaine de 2024, là où on parle actuellement. Et là, c'est une de mes prios pour cette année, tu vois. C'est ça qui n'est pas évident quand on a à la fois une famille, à la fois voilà, le besoin de progresser aussi sportivement, d'arriver à trouver l'équilibre entre tout. Il y a un moment où on est obligé de faire des choix et des sacrifices, Ouais. surtout sur les premières phases en fait, quand on n'a pas encore trop délégué et tout, Ouais. où on doit charbonner à fond. C'est ça qui est pas évident et il faut arriver à trouver le bon équilibre. Moi aussi, je l'ai perdu cet équilibre, tu sais, j'en ai parlé hier, Ouais. en 2022. Je travaillais toute la journée, j'avais 0 relation sociale et j'ai senti en fait au bout d'un moment que c'était un frein même pour la croissance de mon business. Donc je pense, tu vois, un conseil, si vous voulez pas vraiment ouais, souffrir sur le plan professionnel aussi, c'est important d'établir des actions pour garder une forme d'équilibre. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut toujours garder un petit équilibre. Et si on doit plus travailler, ben on met le travail un peu plus en avant, mais Ouais. garder ces petites phases quand même de sport, si on est sportif. Enfin, c'est important de faire du sport d'ailleurs pour tout le monde. Mais en réalité, mais voilà, c'est toujours bien de garder un petit peu de sport parce que si on l'enlève de sa vie, c'est pas forcément bien en vrai, hein. Non, Toi, même mentalement, psychologiquement, tu peux vite te retrouver dans une roue un peu infernale et ta vie a plus trop de sens. Enfin, le sport, ça fait du bien quand même, hein. ouais, pour l'estime de soi, la confiance en soi, et même la niaque, parce que mine de rien, quand on fait du sport et qu'on se donne Ouais. à fond dans ce qu'on fait, qu'on sort de sa zone de confort, c'est vraiment un trait de caractère qui se transfère parfaitement dans le business. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire, et des fois on n'a pas envie de prendre cette appel de closing, on n'a pas envie de créer ce contenu, mais tu vois, le faire quotidiennement à la salle de sport, ça permet, je pense, de restructurer son cerveau pour le faire aussi dans le business. Ouais, tout à Je sais fait. pas ce que tu en penses. Tout à fait. Et d'ailleurs, en revanche, enfin, j'ai vu que tu fais de la boxe Ouais. J'ai et ça démarré doit être cool aussi, récemment. non? Ouais, je commence À le Muay Thai. prendre des coups, Ouais, rester debout quand tu prends des coups, ouais. en randonnée. T'en as déjà Et fait aussi? alors, un petit peu. Ouais. À l'armée, on a surtout fait de la self-défense. Ok. La boxe, j'en ai fait un petit peu, mais pas vraiment, tu vois. Moi, j'étais tireur d'élite, tireur de précision, c'est-à-dire que je voyais, j'étais les yeux de ma section. C'est moi qui voyais le plus loin, c'est moi qui voyais la nuit, le jour. Et j'avais des capacités, c'est moi qui donnais le renseignement. Ça veut dire dès que je voyais un véhicule, blindé ou pas, un armement, des hommes, je savais donner le renseignement. Ce que c'était, quel calibre, qui c'était, combien ils étaient. Je donnais tout, Laurence. Et moi, j'ai une oreillette et je transmets tout à mon chef de section. Le tireur d'élite, c'est celui qui couvre le feu en premier. Parce que c'est celui généralement qui donne l'assaut. Un exemple, il y a une maison, il y a des personnes dedans, il faut rentrer dans la baraque et j'ai les mecs qui sont enfin les gars de la section qui sont ceux qui montent à l'assaut, ils sont contre la façade, ils vont rentrer dans la porte. Bah, moi, je suis plus loin. J'ai donné du renseignement, je sais quelle est la personne la plus importante de la maison. Ça peut être le chef, ça peut être mon premier ennemi, c'est le tireur d'élite. Ensuite, c'est le chef. Ensuite, c'est le radio, le gars qui a la radio parce qu'il appelle du renfort. Et du coup, j'arrive à déceler cette personne-là et à ouvrir le feu sur cette personne. Okay. Donc, soit je blesse, soit je tue, je décide. Blesser, c'est bien parce que les gens paniquent. Tu vois, si tu blesses une personne, tu lui enlèves une jambe, eh bien, tu as tout le monde qui crie, tout le monde est paniqué. Enfin, ils savent plus où est leur flingue. Enfin, bref, c'est un peu la panique. Si tu butes un mec, ils sont aussi choqués. Mais en revanche, tout dépend de la situation. Des fois, de blesser un gars, bah, tu es obligé de le porter sur ton dos, l'emmener avec toi. Ça fait plus la merde que le tuer. Ça fait beaucoup de merde. Et là, tu as une ascendant psychologique énorme. Okay. Et là, tu fais un ravage. Bon, c'est pas dans la réalité, tu vois. Enfin,
Il y a deux mondes. Ouais, et puis t'es vraiment un loup au milieu des moutons. Le civil, t'es fou. Enfin, en fait, faut partir du principe que la plupart de tes journées, t'as une arme dans la main, t'as des munitions. Et la chose que je savais le mieux faire, moi j'ai pas fait d'études, j'ai pas eu le bac. Enfin, pas parce que j'étais un cassos ou quoi, c'est juste que parce que j'avais d'autres envies, enfin j'étais pas fait pour l'école, tu vois. Et la seule chose que je savais le mieux faire de ma vie, c'était utiliser mon arme, tu vois. C'était tuer quelqu'un. Et j'étais professionnel là-dedans. Et du coup, quand tu retournes avec tes potes de l'école qui ont un cartable, et eux, leur seul problème, c'est de ne pas avoir de stylo rouge. Ils leur manquent un stylo rouge dans la trouche, tu vois. Ou leur sac est un peu lourd, de 8 kilos, de 6 kilos, tu vois. Toi, tu portes des sacs de 50 kilos de l'entraînement. Et bien là, tu es complètement décalé de la réalité. Quand tu rentres de mission, tu as vu des choses que personne ne voit. Ma mère, elle regardait BFM, tu vois, enfin bref, elle regardait les infos, elle voyait des... Enfin bref, c'était un peu compliqué, ouais. Ok. Et quand tu sors, j'ai eu un choc post-traumatique. C'est-à-dire Ah oui. tu es tellement déconnecté que tu n'es plus dans la réalité. Moi, je suis arrivé à l'aéroport de Toulouse-Blagnac et je touchais les... Il y a des murs branchés, il y a des murs lisses en béton dans l'aéroport et je touchais ça, les murs lisses comme ça. Et ça faisait 6 mois que j'étais sur la terre battue, on dormait par terre, on était vraiment comme des clodos, tu vois. Et j'avais aucun confort. Le confort de tout, tu vois, les trucs propres, lisses, inexistants. Wow. C'était inexistant. On avait tellement le gilet pare-balles, enfin bref, on va continuer. On avait tellement le gilet pare-balles qu'on avait attrapé des moisissures de la peau, des pourritures. Ouais, non, c'était très hard. Ah ouais. Ouais. Putain, et c'est parce que vous étiez dans les premiers, et du coup, il n'y avait rien qui était prêt? Il n'y avait pas de base. Il n'y avait pas de base qui était prête. On s'est peut-être chopé des intoxications alimentaires et tout. Oh. Et puis quand t'as la chiasse, mais mon gars, c'est la courante, hein. T'as la courante, mon gars, tu fais la guerre, c'est chaud. T'es pas sur ton trône et tout. Ah mon gars, tu te retrouves dans des situations merdiques, tu vois. T'as rien pour t'essuyer et tout, mon gars. Et puis t'es dans le sable. T'as pas de feuilles et tout, t'es pas dans la savane, tu vois. Oh putain, ça doit forger ça. Ouais. Mais c'est tellement normal. Et là aujourd'hui, t'en es où par rapport à tout ça? T'as toujours le stress post-traumatique qui revient des fois? En fait, le problème c'est que j'ai toujours pris sur moi. Alors, enfin, quand j'étais en permission, en fait, je suis toujours à l'armée, hein. J'étais en permission et j'étais une personne un peu violente, tu vois. Parce que ma seule carapace, c'était un peu la violence. Et du coup, je sortais pour me battre. Et c'était vraiment ça, tu vois. Ce qui n'est pas moi en réalité. Mais du coup, j'avais un peu ce dark side. Et où je sortais, où je faisais la fête. Et quand je buvais de l'alcool, j'étais plus le même homme. Et j'étais une terreur. Et mes potes, ils voulaient plus sortir avec moi et tout. Même mes potes de l'armée, hein. Ils me disaient, David, t'es blacklisté dans une grosse partie des boîtes toulousaines, tu vois. Ah oui. Ah ouais, parce que et c'était pas moi, mais c'était juste qu'il fallait que je fasse sortir ça, tu vois. Bref, quand on était dans le civil, on se retrouvait... ouais, j'étais confronté à ça à 20 ans, tu vois. Oh. À tout ça. Du coup, j'avais un dark side qui était très violent. Et avec le temps, j'ai pu l'enfouir au maximum. Des fois, il ressortait, violent, tu vois. Enfin, souvent quand je buvais de l'alcool, tu vois. Il ressortait. Et là, c'était une colère noire. Fallait vraiment que je tape. C'était fou, hein. C'était incroyable de dire ça. Et c'était vraiment ça. Des fois, tout changeait. Ma position, mon regard, ma façon de me comporter, tout changeait. J'étais dark side. J'étais vraiment j'étais là pour niquer quelqu'un. Ouais. Et maintenant, j'ai encore enfoui le truc, encore, mais il est toujours là, je pense. Okay. Et même si j'ai pu me stabiliser émotionnellement et tout ça, eh bien ça reste que j'ai beaucoup travaillé sur moi, tu vois. Maintenant j'ai une famille, je veux dire, ma vie a plus rien à voir. D'ailleurs, j'ai pas du tout le même état d'esprit qu'avant, tu vois. Maintenant j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres raisons d'être, d'autres raisons de vivre, d'autres raisons de me lever chaque matin, tu vois. Quand même un avant après l'armée, du coup, je suppose, parce que t'es rentré, t'étais un gosse qui avait besoin de... Tu m'en avais parlé, un gosse qui avait besoin de structure. Ouais. Et après ça, t'étais plus du tout la même personne quand t'es ressorti. Ouais. En fait, quand j'ai manqué d'éducation paternelle, mon père, jusqu'à mes 10 ans, était très très strict. Genre méga strict, tu vois. Genre on pouvait pas parler à table, il faisait ça, on allait se coucher. C'était très strict, tu vois. Il y avait vraiment cette hiérarchie qu'il avait connue lui, en fait, tu vois. C'était pas de sa faute, c'était ce qu'il avait connu, qu'il reproduisait, c'était logique pour lui. Et du coup, j'ai eu cette grosse pression paternelle et qui m'a vachement
genre adouci, tu vois. J'avais peur de beaucoup de choses quand j'étais gamin. Beaucoup de choses, parce que mon père avait une telle pression sur moi que même plus tard, quand on me criait dessus, je pouvais pleurer, tu vois. Mm. Et en fait, et après, mon père est parti de la maison quand j'avais 10 ans. Et là, bah, il y avait ma mère qui élevait 3 enfants. Et du coup, elle travaillait à mi-temps, mais elle travaillait quand même beaucoup, tu vois. Elle gérait 3 enfants. 3 enfants pas forcément évidents, parce qu'on avait tous nos caractères et voilà, on avait tous eu une enfance un peu difficile aussi, donc c'était compliqué à gérer pour elle. Elle a très très bien géré. Il y avait l'argent qu'elle n'allait pas, et elle touchait pas grand-chose. Je manquais de cadre paternel, tu sais, de genre on sert la vis, tu vois. Mm. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu des bêtises quand j'avais 15, 17, 18 ans, jusqu'à que je rentre à l'armée. C'était pas des grosses bêtises, j'ai toujours été un homme de valeur avec avec, avec un cadre quand même. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout mon parcours, mais mon grand-père Ouais, c'est était intéressant. un agriculteur, un gars de la terre, tu vois. Et tous les week-ends, j'allais travailler avec mon grand-père. Toi et moi, mon grand-père, c'était ma fierté, c'était le patriarche, tu vois. C'était vraiment, il avait, tu sais, c'était vraiment le paysan, l'agriculteur, mais où, tu vois, il a travaillé toute sa vie. Mon grand-père avait des valeurs de fou, tu vois, j'essaie d'avoir tous les jours et que j'essaie d'inculquer à mes enfants, tu vois. Et ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse, tu vois, des choses qui sont très importantes pour moi. Et en fait, si tu veux, et voilà. Mais du coup, j'avais toujours lui qui me maintenait. Sans me parler, il avait une pression, enfin une pression. Mon grand-père, il parlait pas beaucoup, c'était un agriculteur. Mais voilà, il fallait que je le rende fier. En revanche, je faisais des petites bêtises, qui n'étaient pas très grosses. Et voilà, et en fait, je me suis fait recadrer une fois. Je suis parti au commissariat. J'ai fait la garde à vue. Euh, pour un vol de préservatif, pour Ah la bon? petite histoire. C'est pas très glorieux, tu vois. Genre, enfin bref, je vais pas tout raconter, mais voilà, on se met à ouvrir des distributeurs de préservatifs contre une pharmacie, tu vois, qui sont à l'extérieur. Et genre, on avait fait 4 distributeurs, tu vois, aux petites biches, pour les revendre, tu vois. Alors, je vais pas raconter l'histoire, genre, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais déjà cette fibre, tu vois. C'était fait pour faire de l'argent, tu vois. Énorme. Et du coup, voilà, et on avait une 205, j'avais pas le permis. On avait une 205 à l'époque, c'était un pote qui conduisait. Et là, à 6h du matin, je fumais à l'époque, j'avais 16 ans. 6h du matin, on fumait des clopes sur un parking en ville. Toi, habillé un peu en survêt, machin, un truc pas. Tu vois, le gosse, à qui on fait pas trop confiance et on sait qu'il fait des trucs pas cool, tu vois. Et là, t'es dans une voiture et tout, on attendait que le bureau de tabac ouvre pour s'acheter des clopes. Et la police arrive. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous êtes jeunes à 6h du matin pour être là? Ouais, bon. Et du coup, il dit, bah, montrez-moi vos papiers. On montre les papiers, tout ça. Et puis, il a dit, bah, ouvrez le coffre. On ouvre le coffre. Et là, il y avait plein de boîtes de préservatifs. Et donc, il nous a demandé de nous expliquer pourquoi vous avez fait ça. Enfin, qu'est-ce que c'est? Puis, il y a mon pote qui dit, enfin, mon pote de l'époque, hein, il dit, ben, j'ai ma sœur qui travaille en pharmacie. C'est des capotes qui m'ont périmé. Du coup, elle me les a données. C'était le seul truc qu'il avait trouvé à dire. Moi, je pouvais rien dire. Donc, ok. Il a dit, bon, ben, on va vous emmener au poste, hein, messieurs. Hein. Et voilà. Et du coup, on se retrouve dans la voiture de flic. Et là, il dit à la Phoebe, à la radio, à sa collègue qui était au commissariat, alors on était 3, j'emmène 3 individus, 3 jeunes, pour un vol de préservatifs. Elle rigolait en face, la nana. Donc voilà, je suis quand même resté 12 heures, tu vois, ma mère elle a été prévenue au bout de 12 heures. Je suis parti de la maison par le toit, genre j'habitais dans un immeuble, tu vois, et je suis parti par le toit, bref, un délire quand même. Enfin, je sortais un petit peu quand j'étais gamin sans le dire à ma mère des fois. Et bref, et du coup ma mère, elle rentre dans ma chambre à 8 heures, parce que c'était l'été, je devais travailler, bref. Je travaillais l'été et elle ne me trouve pas dans ma chambre et elle a un peu paniqué, ouais. Et là, elle a failli me mettre une énorme gifle. Ma mère ne m'a jamais tapé. Elle a failli me mettre une énorme gifle. Elle m'a dit, en gros, il faudra que tu expliques à ton grand-père ce que tu as fait maintenant. C'était un homme. En plus, je voulais rentrer dans l'armée et le flic m'a dit, tu sais que je mets une phrase dans ton casier. Il y a 3 types de casiers, je crois. Et là, c'était le premier. C'était pas grave, tu vois. Ça n'avait pas trop d'incidence. Mais en revanche, ben, l'armée pouvait quand même le voir. Genre, si je fais quelque chose, si j'appuie, tu rentres pas à l'armée, mon pote, et je t'ai niqué ta carrière, tu vois. Et je pleurais, tu vois, j'avais fait une grosse erreur. Et il m'a recadré de fou. Et là, je sors, mon père me récupère, une fois que ma mère m'a récupéré, et il me dit, c'est bien mon fils. Ah bon? Mais à ton âge, je volais des voitures. Ah oui. Et là, j'ai fait, ok, toi, t'as rien compris, toi. J'essaie d'avoir un peu d'impact dans ta vie, et pas du tout. Bref, voilà, c'était Ton père, il t'a dit ça? Ouais, Ah, c'est incroyable. c'est chaud, hein. Ouais. Et du coup, j'ai manqué de cadre. Et l'armée, ça m'a resserré la vis. Et quand on est rentré dans l'armée, mon chef de section nous a dit, vous avez eu un père, vous avez eu une mère. Les mois qui vont suivre, je vais
je vais péter votre éducation. Vous n'allez plus avoir d'éducation, c'est moi qui vais vous façonner. Et c'est moi qui vais faire qui vous allez être maintenant. Et il a dit des mots forts qui sont vachement forts, tu vois. Genre, il allait refaire notre éducation. Mais en réalité, moi, ça m'a servi. Il y en a, ça dessert. Moi, ça m'a beaucoup servi. Et actuellement, si je n'avais pas fait l'armée, je ne serais pas l'homme que je suis. Voilà, des fois, il y en a ça les traumatise vachement. Et moi, ça m'a resserré la vie. Magnifique. C'est une Voilà. histoire de fou. C'est hyper inspirant de voir toutes les phases en fait, que tu as traversées, toutes les transformations que tu as pu avoir et à quel point aujourd'hui ça t'aide et ça te sert, je suppose, dans ce que tu entreprends. Ouais, et je te disais en off tout à l'heure que, d'ailleurs j'aimerais qu'on en parle par rapport à toi, de ça, ce que je vais dire, mais avec une prise de décision, tu vois, ta vie peut changer. Ouais. Et je t'ai dit et tu m'as demandé si ça avait été le cas pour moi, hein, avec quelques décisions, ma vie avait pris un autre virage. Et ouais, à plein de moments, j'ai eu j'ai toujours imaginé dans ma tête une espèce de pas de doigt, une intersection. Mais tu sais, genre je suis sur une route, et là, il y a deux routes qui partent. Ouais. Et depuis que j'ai 10 ans, mon gars, depuis que j'ai 10 ans où je veux faire des bêtises, où je fréquente des jeunes de 10 ans, mais qui sont moins fréquentables à l'école, et ben je vois cette patte doigt et je me dis, David, si tu pars sur le mauvais chemin, tu pourras jamais revenir. Et je m'imagine comme ça, et depuis que j'y suis gamin en fait. Et voilà. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé avec une seule décision, ma vie prend un autre virage. Ouais, c'est fou. Moi aussi, je relate pas mal avec ça. Par exemple, quand tu vois, j'avais 21 ans il y a quelques années, j'ai décidé de partir à Dubaï en étant seul et j'avais aucune garantie, tu vois, que mon business continue à fonctionner parce que ça faisait peut-être 6 mois que je l'avais lancé. Ouais. Je commençais à avoir des revenus, mais c'était pas sûr. Mais je sentais au fond de moi-même que changer d'environnement et me retrouver avec des personnes qui partageaient mes valeurs, ça me permettrait de passer à un autre step, mais j'avais aucune garantie. Et au final, cette simple décision de prendre un risque, ça a porté ses fruits parce que voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de mecs cool et de changer ma vie. Donc ouais, je relate avec ça à 100%. Ouais. Puis les personnes que tu fréquentes maintenant aujourd'hui, je pense qu'elles sont à un niveau, même si ton parcours est très inspirant et ta vie évolué, mais elles sont à un niveau encore un autre step plus haut que toi. Ouais. Et ça te pousse à mort. Le fait d'être dans un environnement avec des mecs qui avaient des résultats supérieurs aux miens, je crois qu'on a tous un désir, conscient ou pas, de se faire accepter par nos pairs, tu vois, par notre cercle social d'influence, etc. Et donc, moi, le fait d'être avec eux, j'ai eu cette pression de me dire, Antoine, si tu veux être reconnu, accepté, validé par la tribu, la nouvelle tribu, tu es obligé de faire tes preuves. Et donc, ça m'a poussé tu vois, à trouver des solutions que j'aurais à m'améliorer, que j'aurais pas forcément trouvé si j'étais dans un autre environnement avec d'autres personnes. C'est plein de petites choses, plein de petites décisions qui, mises bout à bout, en fait, aboutissent. Je suis carrément d'accord avec toi. Ok, non, c'est un très bon point. J'avais une autre question. Quels sont tes objectifs pour 2024 ? Parce que 2023 a été un gros succès, je pense. Ouais. 2024 va l'être autant. Ouais. Là, je lis un livre qui s'appelle 10x is easier than 2x. Ok. Et en fait, l'auteur, assez simplement, il explique que se fixer un objectif x10, c'est plus simple que x2, parce que dans le x2, tu cherches les petits détails pour optimiser, et du coup, tu peux t'embourber un peu et ralentir ta progression. Alors qu'en x10, tu es obligé de te concentrer sur l'essentiel et sur les méga jumps que tu vas pouvoir faire. Donc, sur l'année, en un an ? Sur l'année, ouais. Okay. Donc, il y a tu sais que dans l'établissement des objectifs, il y a deux philosophies. Il y a les personnes qui disent qu'il ne faut pas en parler parce que ça libère de la dopamine, similaire au fait de les accomplir. Et il y a les autres qui disent que si tu en parles, ben justement, ça fait une forme de pression sociale et que du coup, tu es obligé d'assurer derrière et d'assumer. Je vais en parler du coup. Mon objectif pour 2023, c'était de faire 100K par mois avec mon business. Okay. Donc j'aimerais bien faire 1 million par mois fin 2024 avec mon business. Et je veux devenir millionnaire liquide aussi. Okay. Grâce à mon business. Je ne suis pas encore millionnaire. Okay. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à quand même coffrer un peu. Incroyable. Ouais, 1 million par mois, ça commence à être costaud. Ouais, ça fait beaucoup d'argent. Là, je sais exactement les KPI que je dois atteindre pour pouvoir avoir mes clients et mon million par mois. Donc, j'ai regardé les chiffres, ça fait un peu peur, tu vois. C'est un gros jump. Ouais. Parce que, en fait, je reverse engineer le truc sur le nombre d'appels qu'on doit réserver, le nombre de vues qu'on doit faire sur les réseaux et je suis là. Qui doit être stratosphérique. Ouais. Mais je pense que c'est possible, il faut se donner les moyens. Et tiens, comment tu comptes t'y prendre ? Déjà, il faut qu'on mette le paquet sur la création de contenu, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent suit l'attention, donc il faut qu'on arrive à step up. Ouais, et qu'est-ce que tu peux faire de plus que ce que tu fais actuellement, toi ? Il y a deux variables sur lesquelles je peux jouer, soit la qualité, soit la quantité. J'essaie d'abord de maximiser la quantité sur toutes les plateformes, et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut faire plus de qualité. Donc là, par exemple, sur Building Public, comment est-ce qu'on peut
encore step up le truc pour avoir plus d'attention. Et après, c'est avoir une bonne équipe aussi, on en a parlé tout à l'heure, mettre en place des setters sur toutes les plateformes pour pouvoir booker un maximum d'appels et vraiment presser le citron. C'est-à-dire que chaque fois qu'une personne montre un intérêt pour mon offre, qu'on puisse la nourrir, lui apporter de la valeur gratuitement et lui montrer que si elle rejoint le programme, eh ben, elle va avoir toutes les chances pour réussir. Et mon focus, il est à la fois sur augmenter le nombre de prospects que j'ai, de par le nombre de vues, trafic payant aussi, et à la fois augmenter le nombre de setters qu'on a pour pouvoir booker un max d'appels. Incroyable. Ouais. Quel objectif. C'est fou, hein. Bah ouais, je pense qu'il y a quelques années, l'Antoine de 18 ans, j'en ai parlé hier, il n'en reviendrait pas, mais ouais, c'est fou. En vrai, je t'encourage à 2000%. Ah, merci, c'est cool. Mais je peux que t'encourager comme ça, tu vois. J'ai pas trop d'impact. Toi, ce serait quoi tes objectifs pour 2024? Alors, moi, mes objectifs 2024, j'ai 2 parties. La première partie, c'est Marchand de biens. Ou Marchand de biens, je l'ai annoncé sur Instagram aux personnes qui me suivent. Et c'est challengeant quand même d'annoncer ces objectifs parce que ça te met une pression quand même. Et si tu les réalises pas, faudra que j'explique un petit peu pourquoi. Mais je pense que ça me pousse aussi à réussir. Donc c'est la partie marchand de biens où je dois réaliser un chiffre d'affaires de 6 millions. Donc c'est 6 millions de reventes. Sachant qu'on a commencé l'année, il y a des biens qui sont en cours d'acquisition. Il y a des biens que je n'ai pas trouvés encore. Donc en fait, pour certains biens, ils seront revendus début 2025. Voilà, le total de ces reventes fera 6 millions. Donc ça, c'est un gros objectif quand même pour moi. Et l'autre partie, c'est le business en ligne qui m'intéresse beaucoup aussi. J'en fais une priorité également. Et c'est d'accompagner 40 personnes à rejoindre mon programme d'accompagnement. Cette année, 2023 du coup, j'ai fait rentrer 15 personnes. Mon programme d'accompagnement a très bien fonctionné, les gens sont ravis. Et là, 2024, j'ouvre un petit peu les portes à 40 personnes. Pourquoi je bloque à 40 personnes? Parce que je préfère la qualité à la quantité. Et puis, je veux former des personnes qui… Enfin, je veux que les 40 personnes réalisent vraiment leur objectif d'achat et de revente. Donc, ça me permet d'être focus sur ces personnes-là. Et on verra pour 2025. Comment tu t'es lancé au départ en tant que marchand de biens? Parce que là, aujourd'hui, 6 millions, c'est propre. Comment est-ce que tu as démarré au tout départ? Alors, déjà, ça fait pas si longtemps que je démarre que ça. Alors, je vais raconter une autre histoire. J'étais en montagne à Chamonix. Chamonix, c'est une station française. C'est une ville. Et il y a des stations de ski. Et je suis sorti de l'armée. Je voulais rentrer au PGHM. Donc, être secouriste en haute montagne. Donc, les gars qui sont en hélicoptère, qui vont chercher des blessés dans les crevasses ou sur les falaises. Donc voilà. Et je m'immerge à Chamonix. Je me mets en colocation. Et là, toutes mes journées, elles sont rythmées par la montagne. Cascade de glace, escalade, alpinisme, ski de randonnée, speed riding, parapente, tout. Je me bute tous les jours, toute la journée. Mais en revanche, pour faire rentrer de l'argent, eh bien, je travaille à partir de 17h, de 17h à 1-2h du matin, dans des chalets de luxe, en fait. C'est un gars qui a monté plein de chalets, il les met en location pour la nuitée, et voilà, et ça coûte très cher. Enfin, c'est des chalets qui coûtent très cher à la nuitée. Et tu vois, par exemple, il y a Garou, Sophie Marceau, Kev Adams qui viennent régulièrement, tu vois. Enfin, donc c'est quelque chose d'assez connu. Et si tu veux, et je me retrouve un peu dans ce côté où je kiffe mes journées parce que je veux atteindre un objectif. Et je travaille le soir, je touche peut-être 1600 €, tu vois. Et tout l'argent que j'ai, je le dépense dans du matériel parce que ça coûte cher la montagne. Donc tout l'équipement de base pour m'équiper et tout le matos, quoi. Piolets, cordes, mousquetons, dégaines, broche à glace, enfin tout quoi. Du coup, ça coûte très cher. Et en fait, si tu veux, toi, j'avais cette routine un peu comme ça. Et je côtoyais dans ces chalets, tous les soirs, je servais des personnes qui dépensaient l'équivalent de mon salaire à la nuitée, tu vois. Wow. Et des gens avaient mon âge, tu vois, à l'époque. Et du coup, je me pose des questions quand même, tu vois. Je me dis, un truc bizarre. Je me dis, voilà, putain, c'est bien de faire du parapente et tout, et je commence à réfléchir, tu vois. Je me dis, est-ce que je veux que ma vie soit ça? Parce que rentrer au PGHM, c'est la gendarmerie qui est PGHM. Et du coup, je me dis, ils sont aussi plafonnés, tu vois. Ils n'ont pas forcément de prime, quoi que ce soit, donc ils touchent peut-être 1900, 2000 €. Est-ce que je veux vraiment ça de ma vie, sachant que je sortais déjà d'un métier de passion, tu vois, l'armée, où je touchais ce prix-là, je touchais 1900 € par mois. Est-ce que je voulais re-rentrer dans ça? Et je me mets à poser des questions. Donc je parle un petit peu à des gens, j'échange. Et
Et voilà, on me propose aussi de les accompagner sur des sorties de ski, tout ça. Donc je me lie d'amitié avec certaines personnes, et notamment mon patron, qui lui a 86 ans. Et le mec, il a roulé sa bosse et tout, tu vois. Et voilà. Et il m'assure que je vais faire quelque chose de beau, tu vois, dans ma vie. Et moi, j'ai aucune confiance en moi. Enfin, tu vois, il me dit ça. Il me dit, Philippe, il s'appelle. Il me dit, David, lis ces livres-là. Il commence à me faire lire des livres, alors que je lisais pas du tout à l'époque, tu vois. Et voilà, il me dit, tu vas forcément faire quelque chose de ta vie parce que tu as quelque chose de plus. Mais bon, j'ai quelque chose de plus parce que je sors de l'armée peut-être et j'aime travailler et j'ai le goût du travail et voilà, mais bref. Et du coup, je me lance, je travaille pour lui et là, il me propose de prendre le poste de bras droit. Il y a son bras droit qui part et il me dit, David, est-ce que tu veux prendre le poste de bras droit? Je dis, mais Philippe, j'ai jamais fait de compta, j'ai jamais fait de planning, jamais fait de… Et là, je réfléchis des semaines et des semaines, tu vois. Et le gars allait partir, son bras droit. Et là, je dis, putain, ça peut être l'opportunité de ma vie. On parlait d'opportunité tout à l'heure. Et là c'est pareil, j'étais dans cet embranchement-là, tu vois. Et là, je regarde sur Internet, le soir dans ma chambre, comment devenir riche en 2017. Tout le monde l'a tapé. Et là, je vois plein de choses, tu vois. E-commerce, dropshipping, c'est peut-être la même chose. Enfin, en tout cas, immobilier, bourse, trading, toutes ces choses-là. Et là, je tombe sur immobilier. Je dis immobilier, je dis mais je voulais investir dans l'immobilier. Déjà quand j'étais à l'armée, et ma mère m'avait dit, David, ton argent, garde-le, profite, tu verras plus tard pour acheter, tu vois. Donc je dis ok, je m'achète une bouteille de whisky en boîte de nuit, tant qu'à faire. Et du coup, voilà, donc en fait, plusieurs années plus tard, et ben, j'avais pas la situation idéale parce que j'avais pas de CDI. J'étais en tant que saisonnier où je travaillais, j'avais pas de CDI. Et du coup, ma situation pour emprunter de l'argent était plus compliquée, tu vois. Et là, je me retrouve voilà, avec ça et je me dis, pour l'immobilier, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. Du coup, je me pose des questions. Et là, je vois que pour emprunter de l'argent, il faut se mettre en CDI, il faut avoir une situation stable. Donc voilà, je réfléchis, je cogite, pardon. Et là, voilà, je réfléchis aussi au poste de bras droit. Et là, je me dis, ok, si je suis bras droit du chalet, enfin de Philippe, ça s'appelle les chalets de Philippe d'ailleurs à Chamonix, si vous voulez aller là-bas, je fais un peu de pub, hein, je touche rien, pas que j'ai demandé à Philippe. Et bien finalement, je lui dis, je réfléchis et je me dis, ok, si je suis bras droit, eh ben, je vais passer mes journées à faire de la montagne et quand même à dépenser mon argent parce que je ne peux pas être dans un endroit où l'environnement est propice à ce que j'aime actuellement. Je peux pas, voilà, même si je travaille plus que je travaillais à l'époque quand je travaillais que le soir, bah, je vais cramer forcément mon argent le soir ou les matins à skier ou les week-ends, tu vois. Et du coup, bah, j'aurais du mal à investir dans l'immobilier. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver un CDI ailleurs. Et là, je me suis mis en CDI ailleurs où j'étais cordiste, du coup, je fourrais des falaises. Après, on me propose un poste de conducteur de travaux, pareil, où j'ai aussi une opportunité, tu vois, où bah, on me dit, bah, est-ce qu'on a une place de conducteur de travaux qui s'ouvre, est-ce que tu veux prendre la place? Je dis, bah, ouais, pourquoi pas. Donc voilà, j'avais une situation stable, j'étais en CDI et là, j'ai pu emprunter de l'argent, investir dans du locatif. J'étais vite plafonné parce que le locatif, dès que tu utilises toute ta capacité d'emprunt auprès de la banque et par rapport à ton salaire, eh bien, tu ne peux plus emprunter de l'argent. Du coup, j'ai dû revendre des biens que j'avais. Et là, je me suis mis à l'achat-revente. Donc, je me suis dit, attends, je veux quand même changer ma vie. Et ce n'est pas avec du locatif que je vais non plus faire un truc sensationnel. Je veux vraiment faire la différence. Et je me suis mis à l'achat-revente. Ça a très bien marché la première année, tu vois. La première année, j'ai fait 1,8 million de CA. Voilà, ma première opération m'a apporté beaucoup d'argent, bien plus que ce que je pouvais imaginer, tu vois. J'avais fait, pour parler de chiffres, 250 000 € de bénéfices sur une première OP. Sur l'année. Ah, sur une première OP? Sur une OP, ouais. Sur l'année. Et voilà, donc en fait, je me dis, ben, moi, le déclic qui se fait, tout ça, je pars de mon salariat. Et puis ensuite, je me suis mis au marchand de biens. Voilà, pour résumer un petit peu. Hein. Et puis les années se sont enchaînées, ça a bien fonctionné. Et maintenant, j'incite les personnes à rejoindre mon programme. Enfin, en tout cas, j'ai voulu créer un programme pour que les personnes puissent avoir des résultats pas forcément similaires aux miens parce qu'ils étaient assez costauds. Enfin, tu vois, parce que voilà, j'ai peut-être beaucoup travaillé aussi et peut-être qu'il y a des personnes qui veulent juste faire un achat-revente. Mais en tout cas, leur donner toutes les ressources nécessaires et les accompagner pour changer un petit peu leur vie, tu vois. C'est une très bonne idée. Parce que, mine de rien, quand on est enfermé dans le métro boulot dodo, on n'a pas forcément conscience de ces opportunités-là qu'il peut y avoir aussi. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a un intérêt pour l'immobilier, le marchand de biens, mais qui n'hésite pas encore à se lancer, tu vois? Peut-être pour démarrer ou… Ouais, en fait, c'est très important tu ne peux pas faire de l'achat-revente. Il y a deux types. Il y a achat-revente en perso. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas de société de marchand de biens, mais tu peux faire de l'achat-revente. Et il y a de l'achat-revente en société.
ou tu es marchand de biens, tu es professionnel de l'immobilier. Et du coup, dans tous les cas, dans les deux cas, il faut avoir des connaissances pour pouvoir acheter un bien qui, une fois avoir fait les travaux ou pas, va te rapporter de l'argent, tu vois. Et en vrai, il y a quand même, c'est assez mathématique, mais il faut quand même avoir s'entourer de personnes compétentes ou d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir faire une belle première opération et pas se planter. Parce que tu es vite un peu dans la cour des grands, tu vois. Tu sais, tu investis de l'argent, tu empruntes de l'argent. Moi, je lève des fonds avec des investisseurs. Et d'un côté, on te fait confiance, tu as des contrats sur toi, tu vois. Donc, tu as des garanties, tout ça. Donc, en fait, voilà, c'est bien de… Si tu te plantes, ça peut vite faire très mal. Ouais. Donc, c'est bien de s'entourer. Et voilà, si la personne, elle veut se lancer dans l'achat-revente, ce que je conseille, c'est vraiment de se faire accompagner et de faire les choses dans l'ordre et quand même de prendre son temps. Moi, je n'ai pas forcément pris mon temps. Ça a bien fonctionné. Et si je m'étais planté, je me serais planté fort. Ouais, high risk, high reward. Ouais. Ok, c'est intéressant. Ouais, d'où l'intérêt d'être accompagné par des gens qui ont de l'expérience et qui savent si les opérations sont foireuses ou pas. Ouais. Mais c'est un peu comme toi ce que tu proposes, tu vois. Enfin, si j'avais pas été accompagné, en revanche, j'aurais mis bien plus de temps. Et même si le point de départ, ça ne demande pas forcément d'argent pour se lancer, eh bien ça reste que tu sais, quand tu commences, si tu n'as pas vraiment de connaissances, tu fais pas grand-chose. Hein. Oui, c'est sûr. C'est toujours bien d'avoir le vécu de quelqu'un et quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on souhaite faire aussi. Tout à fait, tout à fait. Bonne aide. Ouais. Et toi, du coup, tu es à Dubaï depuis combien de temps maintenant? Un an? Ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans que tu es à Dubaï? Ouais. Et pourquoi Dubaï? Je suis arrivé à Dubaï parce que je commençais à payer pas mal de taxes en France. Et donc, mon objectif, c'était de mettre justement pas mal d'argent de côté pour pouvoir me constituer un petit capital et investir et me sécuriser, que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse. Et je voyais qu'en France, j'étais vite plafonné et que ça allait être difficile de m'extraire, tu vois, de là où je partais. Donc, j'ai préféré partir, ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté. Et en plus de ça, quand je suis arrivé, j'ai vu que la qualité de vie était très bonne. Il fait un peu chaud l'été, mais après, la sécurité, c'est nickel aussi. Beaucoup d'entrepreneurs. Donc, toutes ces choses-là réunies ont fait que je me suis senti bien. Et donc, je voulais rester à Dubaï. Je suis allé à Dubaï pour la première fois. Ma voix, c'est de pire en pire. Hein. C'est incroyable. Bon, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Je suis allé à Dubaï l'année dernière. Et et la sécurité, c'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Sécurité, propreté. Et tout est un peu grandiose, tu vois, par rapport à des villes de France, à part Paris où on est sur de la ville quand même. Dubaï, c'est incroyable. Ouais, au niveau de la sécurité, tout le monde laisse la porte de son appartement ouverte. À chaque fois que je raconte cette histoire, les gens, ils deviennent fous. Wow. Donc, je préfère le dire. Et même quand les personnes viennent te livrer des colis ou autre, ils te les laissent devant la porte et tu sais que personne ne va te les prendre. C'est fou, ça. Il y a cette espèce de confiance mutuelle entre les gens. Tu vois, moi, des fois, j'aime bien travailler dans des cafés. Et des fois, je laisse mon ordi sur la table, je vais marcher un peu pour me changer les idées. Et toujours là. C'est fou. Ouais, en France, tu ne pourrais jamais le faire. Jamais. Tu laisses ton vélo, tu l'attaches, on te scie le cadenas. Et ouais, non, c'est sûr. Il y a des coins qui sont en France où c'est un peu. Il n'y a pas autant de sécurité, même de partout, je pense. Ouais. Dubaï, c'est incroyable. Ouais. Et ok. Et sinon, comment toi, comment tu t'arrives à organiser tes journées? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment j'organise mes journées, et toi aussi, tu vois, par rapport à ton année, les 2 années que tu as vécu à Dubaï, comment tu t'organises? Ouais. Moi, je suis comme toi, j'adore avoir une forme de structure dans laquelle je reste. Donc, je me lève généralement autour de 6 h le matin. Ok. Je ne me force pas à me lever à 6 h à tout prix, tu vois, je me lève quand je mets pas de réveil en fait. Et généralement, du coup, je vais au lit vers 21h30, 22h. L'heure à laquelle tu t'endors? Pareil, je m'endors très vite moi. Je suis un bon dormeur. Et le matin, je me lève 1 heure à peu près pour me préparer, morning routine. Donc je prie, je médite, je vais marcher un peu dehors pour prendre le soleil. Et ensuite, j'ai mon petit déj. Je commence à bosser, tu vois, autour de 7h, 8h jusqu'à midi à peu près. Ensuite, autour de midi, moi j'aime bien aller m'entraîner. Entre midi et 2, parce que c'est vraiment les heures creuses de la journée où je sens que j'ai utilisé pas mal de mes capacités cognitives. Et donc, ça me fait comme un nouveau restart. Ensuite, je mange. Je retravaille un peu l'après-midi, soit des calls généralement. Je communique un peu avec mes équipes durant l'après-midi parce qu'il y a le décalage horaire avec la France de 2-3 heures. Donc, le matin, c'est pas idéal. Contenu. Et après, le soir, je mange et généralement, je me détends. Je regarde une petite série ou un truc comme ça. Très intéressant. Et toi? Très intéressant. Alors, moi… Alors là, j'ai des enfants, c'est un peu plus compliqué. En revanche, quand généralement, je vais au sport à 6 h, je fais l'ouverture, la salle de sport. J'ai fait beaucoup de sport d'endurance où j'étais à l'extérieur. Maintenant, je fais, par souci de simplicité et de productivité,
je vais à la salle de sport parce que je ne suis pas sujet à la météo. Parapente, parachute, tout, course à pied. Il y a la météo qui rentre en jeu et voilà. Là, je ne suis pas sujet à la météo. Je vais tous les matins, boum, à 6h, de 6h à 7h30, je vais au sport. Ensuite, 8h, je me mets devant le bureau. J'arrête à midi. Généralement, je mange assez rapidement, en 1 heure, et je rebosse jusqu'au soir. Tu vois, jusqu'à peut-être 18h. 18h, douche des enfants. Et 19h, coucher des enfants. Et 19h 19h30, ouais. Ouais. Ah oui, 19h30. ils sont jeunes, c'est pour ça. Ouais. Ok. Et voilà. Et ensuite, et là, c'est dans le meilleur des mondes, parce que actuellement, c'est plus réveil 7h30, pas de sport. Je travaille avec les pleurs du dernier, parce que j'ai mon bureau à la maison actuellement. C'est une pièce vraiment à part. Mais en revanche, je l'entends pleurer. Là, je l'entends pleurer, j'ai des casques anti-bruit, tout ça, des casques. Mais en tout cas, là, je suis en train de prendre un bureau à l'extérieur pour plus de simplicité, enfin pour plus d'efficacité. Ouais. Parce que la simplicité, c'est de rester chez moi, mais voilà. Et ensuite, je mange à midi, je travaille l'après-midi. Mais voilà, c'est un peu plus décousu, tu vois. Et là, mon objectif de cette année, c'est vraiment de remettre un cadre de travail. Parce que moi, j'aime la structure. Tu vois. J'arrive pas à... Il y en a qui arrivent à travailler vraiment, à voyager toute l'année et à rester productif. Et moi, je pense que je sais pas faire, tu vois. Et toujours changer d'endroit, prendre mon ordinateur, travailler dans un café. En vrai, je suis pas forcément le meilleur là-dedans. Ouais. Et je préfère être chez moi, j'ai ma routine, je sais comment ça se passe. Et voilà. Ouais, il faut faire un choix. Je pense qu'il y a un temps pour tout, un temps pour voyager, profiter, un temps pour... Mais faire les deux en même temps, c'est vrai que c'est difficile. Ouais. Moi, je sais que j'ai le focus là sur progresser, atteindre des objectifs. Et peut-être qu'il y aura une phase de ma vie où je serai plus chill et je voudrais profiter. Mais je pense... C'est quoi qui te motive, toi, à vouloir continuellement faire mieux, continuellement te dépasser? Moi, j'ai toujours voulu aider le gamin que j'étais quand j'avais 10 ans. C'est vraiment ce qui me sort du lit tous les matins, tu vois. Quand j'avais 10 ans, j'étais paumé. J'étais pas dans un monde d'entrepreneur, j'avais aucune... Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque comme maintenant, tu vois. Du coup, j'avais aucune... Je pouvais pas voir ce qui se passait à l'extérieur de ma maison, tu vois. Et vraiment, 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 ce que je veux dans ma vie, actuellement, en tout cas, depuis que je suis gamin, c'est d'aider un maximum de personnes sur montrer que c'est possible. Tu pars de zéro, mec, tu peux tout péter. Faut juste faire les choses, travailler, tout ça. Et si j'ai envie de réussir à un certain point, à s'élever, c'est en grande partie pour prouver ça, tu vois. Alors, il y a peut-être une partie de revanche sur pas mal de choses, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, si je peux aider un maximum de personnes sur ça, sur changer le cours de leur vie et se dire, ok, si David a réussi à faire ça, alors que le gars, à la base, il n'était pas trop prévu pour être ce genre de type, et je peux aussi le devenir, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc. Et toi? Trop bien. Moi, je pense j'ai envie d'être libre forcément, tu vois, de vivre ma vie selon mes termes, mes désirs et pas me sentir prisonnier ou esclave. J'ai envie d'avoir un impact positif sur les gens que j'aime, aussi ma famille, les aider, leur rendre la vie facile. Et après, comme toi, le désir d'inspirer les autres, de les motiver à progresser, à évoluer dans leur vie, je pense que c'est un sentiment, tu vois, qui est fort et qui te permet à la fin de ta vie, quand tu fais le bilan, de te dire, bah voilà, j'ai quand même fait un truc stylé, tu vois. J'ai fait peut-être une différence dans la vie de certaines personnes et c'est ça le plus gratifiant au final. Évidemment, l'argent, c'est hyper important, on va pas se mentir, tu vois. Mais la finalité, je pense que ça reste quand même la différence qu'on peut faire dans la vie des autres. Donc c'est ces deux choses-là en fait, gagner de l'argent pour vivre ma vie selon mes termes et inspirer les autres pour faire une différence. Ouais. Et en vrai, gagner de l'argent si on est seul, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense. Ouais. Enfin, déjà, l'argent, je pense qu'il mérite d'être partagé avec des bonnes personnes. Ouais. Si tu as de l'argent, tu as une belle maison, tu as un yacht, mais tu es tout seul sur ton yacht et dans ta baraque, en vrai, c'est un peu triste. Ouais. Tu vois. Et... Si tu n'as pas d'amis, pas de famille. Les gens qui veulent pas d'enfants et tout, c'est vraiment propre à eux. Et y a aucune... Enfin, c'est possible. Hein. Mais de ne pas être entouré du tout, c'est compliqué. Et en revanche, d'avoir de l'argent pour pouvoir faire partager les autres et mieux vivre, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais, c'est hyper gratifiant. Moi, j'ai vu la différence parce que, pareil, avec ma famille, on a eu des périodes qui étaient difficiles sur le plan financier, notamment quand mes parents ils divorçaient. Si tu veux, on vivait dans une maison et mes parents ont toujours vécu à crédit. Et on avait beaucoup de difficultés à revendre la maison dans laquelle on était. Beaucoup de pression au niveau des banques, etc. Mon père avait perdu son travail. Donc on n'avait plus d'entrée d'argent quasiment. Ma mère, elle avait un tout petit salaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a bradé en fait le prix de la maison et on a déménagé.
Et avec ma mère, on s'est retrouvés, tu vois, dans un petit studio avec mon petit frère. Moi, je dormais dans un lit avec mon petit frère. Et, et de voir la différence entre cette période-là de ma vie et aujourd'hui, le fait que, tu vois, quand on va au resto, c'est moi qui paye. Ma mère, tu vois, je sais que je peux lui offrir des vacances si j'ai envie de lui offrir des vacances. Ben, le gap qu'il y a entre les deux, c'est le truc qui a le plus, tu vois, changé Ouais, comment je me sens et le sentiment de fierté que je peux avoir. ouais, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Hier, il y avait t'as 2 frères, Oui, un grand, un petit. ouais. Euh, et si aujourd'hui je demandais à un de tes frères euh, de te décrire, de me dire comment est l'Antoine dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il me dirait, selon toi? Bah, dans la vie de tous les jours, je vis pas trop avec eux. Donc, tu sais, ils vivent à Toulouse, moi je vis à Dubaï. C'est vrai. Mais je pense qu'ils diraient que je suis quelqu'un d'assez déterminé dans ce que je fais. J'ai un trait de caractère assez obsessionnel dès que j'ai un truc en tête. Depuis toujours, tu vois, tu m'as raconté l'anecdote de quand j'allais au sport le matin, je me levais très tôt. J'ai eu ma période sport où voilà, je me suis vraiment immergé dans le truc et de la première minute de ma journée jusqu'à la dernière minute, j'alignais mes actions en fait avec l'objectif que j'avais en tête et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc je pense que ouais, c'est ce qui dirait que voilà, je suis assez obsessionnel pour le meilleur et pour le pire parfois. Ouais. Mais, mais ouais, je pense que c'est le trait de caractère qui me définirait le plus. Et après, j'essaie d'être au maximum généreux avec eux, de les aider dans ce qu'ils ont envie d'entreprendre, de les tirer vers le haut, de les pousser, de leur montrer en fait que c'est possible, tu vois, pour nous aussi, même si on est des mecs normaux, on vient pas de la misère non plus, mais tu vois, on n'a pas eu de facilité au départ. Bah, leur prouver qu'on peut faire un truc de notre vie qui est exceptionnel, ça me Ouais. motive. Et Bon, toi, comment est-ce que tu te décrirais? c'est une très bonne question. Je n'étais pas prêt du coup à cette question retour. Alors, Elle est pas évidente. je pense que enfin, pour mes sœurs, j'ai 2 sœurs, une grande, une petite. Euh, je pense que j'ai un côté où je les inspire, tu vois, où elles se disent, est-ce qu'elles ont grandi pareil que moi, tu vois, dans le même endroit que moi, dans la même famille. Et je pense qu'elles se disent, si David arrive à creuser l'écart, enfin, façon de parler, mais en tout cas, c'est ce qu'elles pourraient penser, eh ben, on peut le faire aussi. Et je pense qu'elles ont une certaine fierté aussi que leur frère arrive à ait autant changé, tu vois. Et ça leur montre que c'est possible. Trop bien. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils diraient. Et, et ouais, pareil, déterminé, tu vois. Ou c'est une de mes caractéristiques, je pense que tu as la même, où dès que j'ai un truc en tête, je le fais. Et et voilà, et on voit ce que ça donne, quoi. Et Ouais. je le fais. Donc le fait de les inspirer et de leur ouvrir le champ des possibles, c'est Ouais, je pense que c'est ce qu'elle pourrait dire. ouais, trop bien. Et pour terminer, dernière question, quelle est ta vision ultime? La vision ultime. En fait, j'aime pas trop en parler, Ok. pour être honnête. Parce que je préfère le garder pour moi-même. Bon, ça Je l'ai t'appartient. écrit, tu Ah, vois. il faut le garder des fois, c'est bien. Mais ouais, je préfère le garder pour Ok. moi-même. Toi, tu veux le partager? C'est pas évident, hein, parce que C'est pas évident. si tu rêves très très grand, en fait, les gens. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc que je pourrais comparer à mon pourquoi, tu vois. Ouais. Pourquoi, tu vois, je fais ça? Bien évidemment, j'ai ma famille. Bien évidemment, j'ai ma chérie, mes enfants. Et où j'ai envie d'avoir la vie qu'on mérite d'avoir, tu vois. Une autre partie où c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, montrer à ce gamin que j'étais quand j'avais 10 ans, que vas-y mec, en vrai c'est possible, tu vois. Même s'il n'y a rien qui montre aujourd'hui que tu peux réaliser tes rêves, eh ben tu peux les réaliser. Je pense que ce serait ça. C'est des choses. Ouais. Trop bien. Trop bien. Ok. Bon ben en tout cas, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir pris du temps. Parce qu'en plus tu repars à Dubaï demain. Ouais. Donc tu as pris du temps. Tu vois, ça montre la détermination aussi. On est dimanche. Il doit être 9 h du matin. Ouais, un truc comme ça. Et on fait une vidéo pour se rencontrer. Donc voilà, c'est inspirant et puis merci d'avoir pris du temps. Et désolé pour la voix aussi, ma voix elle est de plus en plus cassée. Voilà, faut pas que je rentre dans une piscine l'hiver, c'est pas bon. Et puis je vous dis à bientôt et puis on se retrouve bientôt. Ciao ciao. Salut.